on continue éternellement de considérer que l'islamisme, ça n'est qu'un problème qui concerne les musulmans. Ça ne regarde que les Algériens, que les Tunisiens, que les Égyptiens, ça ne regarde que les musulmans d'Europe, comme si nous ne vivions pas dans les mêmes sociétés, comme si nous ne vivions pas ensemble, comme si nos libertés n'étaient pas concernées. Alors par contre, je vais faire une précision, que je fais aussi dans le choc des préjugés. Il faut être très clair sur une chose. La montée de l'intégrisme en Europe ne menace pas les quartiers comme Neuilly à Paris, ne menace pas les centres-villes, ne menace pas les gens qui ont tout à fait les moyens de ne pas être concernés par la mainmise de certains prédicateurs sur des quartiers. Il n'y a pas de souci à se faire, que tout le monde dorme bien tranquille, ça n'est pas là que ça se passe. Il n'y a pas de risque de prise de pouvoir, on n'est pas en train de parler d'une invasion, ça n'est même pas une question d'islamisation, ça n'est pas une question d'immigration, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce dont on est en train de parler, et c'est ça le cœur du problème, on est en train de parler d'un système de société où l'économique a mangé le politique, où aujourd'hui nos politiques sont des gestionnaires et non plus des transformateurs. C'est-à-dire que comme ils n'ont plus réellement le pouvoir de transformer, de réellement venir au secours du lien social, de réellement restaurer l'égalité des chances, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins, rétablir l'égalité au niveau des familles, au niveau des chances sociales, pouvoir faire en sorte que quand on vient d'une famille d'ouvriers, on arrive au même niveau que si on ne venait pas d'une famille d'ouvriers. Ça, c'était le chantier des années passées. Mais aujourd'hui, que la plupart des décisions importantes sur ces questions-là sont entre les mains de multinationales et que les politiques se retrouvent à gérer des questions beaucoup plus mineures. Ils essaient de nous faire croire que la solution à ces problèmes-là, qui sont des problèmes lourds, qui sont des problèmes de fond, c'est de donner à chaque communauté un hocher, une petite récompense identitaire, une petite reconnaissance, et que tout le monde reste bien calme comme ça. En gros, ça s'appelle acheter la paix sociale en flattant les identités collectives, mais malheureusement en les essentialisant, au point de réduire les libertés individuelles des gens qu'on enferme dans ces identités collectives. Et j'essaie de m'expliquer. Dans les quartiers populaires aujourd'hui, notre ministre de l'Intérieur n'a pas simplement décidé d'envoyer des CRS. Les CRS, ça c'est pour assurer, ça c'est pour faire monter les chiffres, ça s'appelle mettre du bleu partout. Mais il a aussi institutionnalisé au sein du Conseil français du culte musulman une organisation comme l'UOIF. Alors l'UOIF, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, et même si je vous disais qu'il se revendique de l'islam des frères musulmans, ça ne vous dirait pas grand-chose non plus. Parce que malheureusement, l'histoire de l'islamisme, l'histoire de l'islam politique, et il va falloir que ça change, on ne la connaît pas bien, on ne la connaît pas assez bien, et on devrait tous commencer à la connaître pour arrêter de considérer que cela ne nous concerne pas ou que cela ne regarde que ceux qui en sont victimes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les principales victimes du fait qu'on envoie plutôt des prédicateurs dans les quartiers pour amener les jeunes dans le droit chemin, c'est comme ça que certains sociologues l'ont théorisé, ce sont évidemment les citoyens de culture musulmane qui habitent les quartiers populaires et qui se retrouvent de façon un peu paternaliste à être mis sous tutelle de prédicateurs religieux parce qu'on estime que c'est dans leur culture, dans leur tradition, de devoir écouter plutôt un imam que d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Et personnellement, c'est en tant que féministe, mais aussi en tant qu'antiraciste, que ce pacte-là, cette façon d'acheter la paix sociale à peu de frais, personnellement ne me convient pas. Je ne supporte pas l'idée qu'on puisse estimer qu'une Française, qu'une Belge, qu'une Européenne, en général, n'ait pas les mêmes droits parce qu'elle est de culture musulmane ou selon qu'elle soit de culture catholique, ou qu'on arrête un peu 5 minutes de cataloguer tout le monde en fonction aussi de sa culture et de ses origines, et qu'on s'intéresse un peu plus à ce qu'elle est ou à ce qu'il est en tant qu'individu. Or aujourd'hui, quand on est un maire, quand on est un élu local, c'est beaucoup plus facile de faire construire une mosquée, de faire le tour de toutes les associations religieuses, juives, chrétiennes, protestantes, catholiques, protestantes, pardon, musulmanes, et de faire en sorte que chacun ait sa petite chapelle, que chacun soit bien rangé dans sa petite case, avec un tuteur à la tête de cette petite case, pour pouvoir gérer tout le monde. Sauf qu'il y a un problème dans cette histoire. Il y a un problème, c'est que par exemple au sein du Conseil français du culte musulman, et je crois que vous avez à peu près les mêmes difficultés au niveau du Conseil musulman en Belgique, considérer que tous les musulmans ont les mêmes options politiques et qu'il n'existe aujourd'hui pas une guerre, et une guerre au sens noble, au sens de la bataille des idées, entre des modernistes et des fondamentalistes, c'est tout simplement faire un amalgame. Et entre un Khaled Bencher, pour parler de la France, un Fouad Lahraoui, une Betoul Fekir-Lambiotte, qui sont, pour deux d'entre eux au moins, des Algériens qui ont fui l'Algérie à cause de l'islamisme et qui se retrouvent aujourd'hui en France à être obligés, à cause du ministre de l'Intérieur,
de composer au sein du Conseil français du culte musulman avec ceux qui soutenaient le fils pendant le moment où ils étaient victimes de leurs attentats, en tout cas de l'aile terroriste du fils, c'est-à-dire le GIA. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que cela signifie pour ces démocrates-là? Et c'est au nom de eux, et qu'il faudra peut-être inviter, parce que, contrairement à Tariq Ramadan, ils n'ont pas eu la chance d'avoir été invités 3 fois à l'ULB, ces prédicateurs-là, ou ces théoriciens-là, ou ces intellectuels-là. Et il faudra les entendre vous raconter que quand on les oblige, comme ça a été le cas à la Ligue de l'enseignement, à la Ligue des droits de l'homme et au Conseil français du culte musulman, à passer leur vie en France à faire des débats objectifs, à côté de Tariq Ramadan, à côté des représentants de l'UOIF, il faut les entendre vous dire ce que ça leur fait. Et je vais essayer de vous le faire vivre, en parlant toute proportion gardée, et je vais essayer de rester à ma place puisqu'on me le rappelle. Quand on prononce le nom de Hassan al-Banna, c'est un peu comme si on prononçait le nom de Mussolini en Italie. Ça fait un peu froid dans le dos. Et quand ces démocrates se retrouvent au sein d'un Conseil français du culte musulman, avec quelqu'un qui leur dit que Hassan al-Banna est le plus grand réformateur que l'islam ait connu, qu'il n'a apporté que des progrès aux musulmans de par le monde, ben c'est un peu comme si vous créiez un conseil des Italiens en Belgique, vous mettiez un fils d'antifasciste qui s'est fait assassiner sous Mussolini, vous lui mettez à côté de la petite fille de Mussolini, et vous ne comprenez pas pourquoi ils s'engueulent. Et vous ne comprenez pas, et vous dites quand même, ils sont gonflés ces Italiens, ils ne sont jamais capables de se mettre d'accord. Il doit y avoir des guerres personnelles, c'est pas possible, ils sont insupportables, ils ne sont pas gérables. Et bien vous voyez, c'est ce qui se passe depuis des mois avec le Conseil français du culte musulman. On a mis des Algériens, et notamment des Algériens qui ont quitté l'Algérie à cause du fils, on les a mis à côté de gens qui invitent systématiquement à leur congrès des anciens députés du fils, et on ne comprend pas pourquoi ils ne s'entendent pas. Et on voudrait nous faire croire que l'équilibre, l'esprit critique, la liberté d'expression, c'est de les mettre côte à côte et d'attendre qu'il en sorte une illumination pour savoir qui choisir. Qui choisir? Qui choisir entre ceux qui estiment que le fils était l'avenir de l'Algérie et que même le GIA, s'il a basculé à un moment donné dans la résistance armée, c'est qu'il y a été contraint, et ceux qui ont vu ou qui ont eu dans leur famille des gens qui se sont fait égorger. Moi, je pense que pour choisir, effectivement, il faudrait systématiquement mettre un musulman qui a eu des parents égorgés par des islamistes avec un islamiste, leur donner 5 minutes chacun pour qu'on se fasse tous une idée. Ou alors, on essaie d'être un tout petit peu plus exigeant que ça. On essaie de ne pas reproduire au sein d'une université ce que déjà les chaînes de télévision et tous les journalistes font. Confondre l'objectivité avec la neutralité et la neutralité avec la lâcheté.